Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Se cultiver, c'est dégager sa liberté de perception, de jugement et d'amour, c'est liquider progressivement le maximum de préjugés que l'esprit a hérités sans les éprouver par soi-même. La culture, c'est l'autonomie de l'esprit. Elle seule permet de progresser dans la vie intellectuelle, comme dans la vie artistique, sentimentale ou spirituelle. Elle est l'aventure ouverte à chaque homme digne de ce nom, le privilège de son existence. Une aventure obligatoire qui nous contraint à cheminer toujours vers une vérité que nous ne possédons jamais que par fragments et par éclairs, mais une vérité qui appelle sans cesse. Ainsi, la culture devient le lieu géométrique, le point d'interconnexion des différentes sources de la connaissance. Elle englobe ces informations, elle les amalgame, elle les fait fleurir en raison d'agir, c'est la rose de vent de nos destins, Pierre de Haye. L'art, arme des âmes, essai sur la beauté. 1. De la rémanence du modèle médiationnel cinéphilique, un environnement symbolique historiquement structurant. La rencontre entre les films et les spectateurs a épousé des configurations très diverses, depuis que le cinéma s'est imposé comme une nouvelle forme de communication médiatisée. Les espaces forains du cinéma des premiers temps inscrivent la découverte de ce nouveau média dans le contexte d'une curiosité scientifique tout d'abord, puis d'un divertissement éminemment populaire, caractère que confirment les projections organisées à la même époque dans les cafés-concerts ou salles de music-hall, pour lesquelles ce cinéma d'attraction, pour reprendre l'expression de Tom Gunning, s'intègre naturellement dans les formes de spectacle qui y sont privilégiées. Le développement des salles de cinéma fixes à partir de 1907, en France, va accompagner et promouvoir un phénomène de légitimation du spectacle cinématographique qui, s'il n'ôte en rien la dimension ludique et divertissante de la relation du spectateur à l'image animée, va travailler en profondeur les formes cinématographiques. À la recherche d'une légitimation culturelle qui tardera à s'affirmer, les professionnels de l'industrie cinématographique adonnent à une débauche de moyens exponentiels au service de cette nouvelle expression, laquelle contribue sans aucun doute à placer le cinéma à la première place des loisirs populaires. Parallèlement, les historiens du cinéma citent fréquemment d'autres dispositifs qui s'imposent au cours de cette période, en dehors du circuit de l'exploitation traditionnelle. La salle de classe où l'on tend un écran de cinéma, le préau où les familles se retrouvent autour de séances éducatives, le cours de catéchisme au cours duquel sont projetés des films d'éducation religieuse, la conférence d'éducation populaire dont le discours s'appuie sur les images animées, etc. Tous ces dispositifs sont caractérisés par l'intervention d'une tierce personne, ici un éducateur, un pédagogue, qui modifie par sa présence la finalité de la projection, mettant la fonction éducative sur le devant de la scène. Après la Seconde Guerre mondiale, ces corrélations originelles entre configuration et usage se perpétuent, tout en s'ouvrant à de nouvelles propositions, les rapports entretenus par le public avec l'image animée tendant à se complexifier, à s'enrichir, provoquant une multiplication des modalités de rencontre. Le développement d'une cinéphilie de masse dans l'immédiat après-guerre participe largement de ce phénomène, en introduisant un nouveau paradigme dans les modalités de consommation cinématographique. Une frange non négligeable du public va en effet affirmer un attachement marqué au cinéma, devenu le fondement d'une culture propre à interroger, à nourrir, à consolider. Voir un film dans cette perspective appartient à un nouveau registre d'expérience qui, exclut pas totalement la notion de divertissement, met au premier plan l'élaboration d'un socle de connaissances personnelles, fondé sur le recours à des outils de jugement forgés par la confrontation, l'échange, le partage de l'expérience vécue avec les autres cinéphiles. Ce bouleversement dans les finalités de la rencontre cinématographique vécue par cette catégorie spécifique de spectateurs, minoritaire d'un point de vue strictement économique, mais symboliquement très structurante dans le statut culturel du désormais 7e art, va irriguer durablement les dispositifs de découverte des films dans lesquels elle trouve un accomplissement. Les ciné-clubs en tout premier lieu, les festivals tels qu'ils affirmeront progressivement dans leur portée cinéphilique à partir des années 1970, les cinémathèques ou autres hauts lieux de la culture cinématographique, etc. Comme dans les premiers dispositifs mis au service de la rencontre entre l'image animée et l'éducation,
l'élaboration du discours symbolique passe largement ici par l'intervention d'un tiers, qu'il prenne le nom d'animateur, d'organisateur, de programmateur, ou tout autre vocable qui ait pu être utilisé. Ce dernier vient sans cesse rappeler la mission éducative qui motive l'action, en donnant du sens à la ou aux projections S par des interventions directes, présentation des films, animation de débats, introduction d'invités choisis pour leur pertinence au regard du film projeté, ou indirecte, par le travail de prescription qu'il opère dans le choix des films proposés à la découverte, par l'organisation de la rencontre avec ses objets, par l'émulation qu'il crée autour de son action, etc. Cette autre façon d'envisager la projection cinématographique s'impose aussi au cours de cette époque au secteur de l'exploitation, à travers la segmentation de l'offre proposée par l'art et essai, dans le vaste secteur des salles de cinéma, qui dans leur large majorité continuent d'envisager le film avant tout comme un objet commercial. Certains exploitants souhaitent par ce label, tout en restant économiquement soumis à la loi du marché, afficher à leurs clients leur volonté de se distinguer de l'ensemble du secteur par un véritable travail d'éditorialisation cinéphilique, par lequel les films à l'affiche sont choisis en fonction de leur portée artistique et culturelle. Ce travail de prescription fait écho à l'évolution des pratiques d'animation proprement dites, qui renforce, sous l'influence de l'État et de l'évolution des critères d'octroi du label art et essai, la portée et l'affichage éducatif inhérents à la rencontre cinématographique vécue dans ce contexte. L'étroite collaboration établie entre le secteur art et essai et les politiques nationales d'éducation à l'image voulues par l'État à partir des années 1980, sous le gouvernement de François Mitterrand, participe de ce renforcement des attributions éducatives de ce secteur spécifique de l'exploitation cinématographique. Les séances proposées dans ce cadre aux élèves des différents niveaux d'enseignement sont caractéristiques de ce déplacement opéré au niveau de la finalité de la projection. Bien qu'adoptant le dispositif traditionnel de la salle de cinéma, en tant que lieu emblématique du divertissement cinématographique, le dispositif particulier dans lequel s'inscrit la projection engendre un tout autre contexte symbolique, fortement lié à la présence de l'enseignant. En inscrivant sa classe dans le dispositif, ce dernier passe un pacte avec ses élèves, par lequel cette expérience cinématographique se déplace sur le terrain de la rencontre artistique et culturelle. Ce pacte se voit confirmé par la présence d'un médiateur culturel ou d'un intervenant proposé par la salle d'accueil, mais aussi par la distribution de documents d'accompagnement qui modifient la relation entretenue par les élèves avec le film ainsi découvert. Ces quelques remarques liminaires nous amènent à dresser un premier constat, lié à la permanence, par-delà les dispositifs adoptés, d'un modèle de médiation cinéphilique, autour de deux éléments que nous pointons comme centraux. Le recours au dispositif originel de la salle de projection comme cadre idéal typique, l'omniprésence d'une intervention humaine comme figure incontournable du dispositif de médiation. Ce double constat, que nous nous attacherons à développer plus avant, nous semble aujourd'hui se confronter à une autre réalité, qui interroge directement le devenir de la médiation cinéphilique à l'heure contemporaine, le développement des usages liés à la consommation des images animées sur Internet, lesquels remettent en cause d'une part le contexte de la salle de cinéma comme lieu de découverte des films, et d'autre part la présence d'une intermédiation humaine, dans un secteur dominé par les intermédiations techniques. Le développement des pratiques de consommation en ligne ne constitue pas la première rupture avec le dispositif fondateur de médiation, que les acteurs de la médiation cinéphile aient dû historiquement intégrer à leur pratique, puisque la télévision, puis le développement de la vidéo matérialisée, constituent déjà autant de modalités de rencontre avec l'image animée qu'ils ont cherché à mettre au service de leurs objectifs. Ce sont des raisons sociologiques que nous développerons plus avant, vieillissement du public cinéphile, intérêt particulier des jeunes pour les nouvelles technologies en ligne, etc., qui expliquent que nous focaliserons plus particulièrement notre propos sur ce phénomène. 2. Internet, un nouveau paradigme offert à la consommation des images animées. Le développement, rapide et massif, d'Internet et des usages qui l'accompagnent, constitue à l'aube du XXIe siècle un phénomène qui mérite la plus grande attention. Que soient utilisés les termes de révolution, mutation, transformation, etc., pour décrire l'impact de son essor sur nos sociétés,
chacun s'accorde à reconnaître le bouleversement opéré par l'introduction de ces nouvelles technologies dans le quotidien, et cela à des niveaux très divers, politiques, communicationnels, managériaux, sociaux, culturels, artistiques, éducatifs, etc. Le constat sur lequel nous souhaitons baser notre réflexion concerne avant tout le phénomène de désintermédiation qui, dans un premier temps tout du moins, a accompagné le développement d'Internet. Ce phénomène est tout entier lié au basculement du Web 1.0 vers le Web 2.0, qui a en effet marqué un véritable changement paradigmatique dans la fonction sociétale de ce nouveau média émergent que représentait Internet, offrant la possibilité à une horizontalité des échanges. Le Web 1.0 était marqué par une logique strictement linéaire. Il s'agissait en substance de mettre en place à grande échelle une technologie permettant de consulter à distance des informations, présentées sous forme de pages, codées grâce à un langage spécifique, le langage HTML pour Hypertext Markup Language, identifiable par le biais de leur adresse, les URL pour Uniform Resource Locator. Nous étions donc ici dans une logique d'usage très proche des ressources documentaires telles qu'elles étaient pratiquées sur d'autres supports, puisqu'il s'agissait d'accéder à des informations produites par une personne qualifiée ou censée l'être, en se rendant à l'adresse adéquate. Une page web à l'image de ce que peut représenter le rayon d'une bibliothèque. Au regard de la question de la transmission qui nous intéresse, cette innovation a occasionné des attentes enthousiastes, engendrées par la démocratisation des savoirs que permettait cette nouvelle technologie. Michel Serres, dans un entretien donné en 1997, affirmait par exemple : La nouveauté, c'est la disparition de la concentration du savoir. Jusqu'ici, toute l'entreprise de formation consistait pour chacun d'entre nous à franchir non pas une mais plusieurs distances entre son lieu de naissance, de départ, et l'endroit où se trouvaient concentrés les éléments du savoir. La nouveauté de notre monde est que la personne humaine ne se déplace plus, mais le savoir lui-même arrive à la personne au moyen de ses réseaux de communication. Et là, quelles que soient les craintes, les probabilités que certains ou certaines classes s'approprient ce trésor sont beaucoup plus faibles. Le développement du Web 2.0, caractérisé cette fois par une décentralisation de la création de contenu, les internautes, dorénavant, peuvent intervenir sur les contenus présents sur le web, en les évaluant, en les commentant, etc., mais peuvent aussi devenir fournisseurs de contenus variés, dans des perspectives individuelles ou à caractère collaboratif. C'est l'avènement du Writable Web, aussi dénommé web contributif ou web collaboratif. Cette évolution constitue un tournant colossal, non seulement dans l'histoire du réseau Internet, mais aussi des pratiques sociales, désormais complètement construites autour de cette architecture en réseau propre au Web 2.0. Les conséquences de ces évolutions sont énormes. Le rapport au savoir se modifie une fois encore, puisque la verticalité qui caractérisait encore la première version d'Internet laisse place à une horizontalité de la construction du savoir, chacun pouvant apporter sa petite pierre à la construction d'un savoir commun. Certains se sont inquiétés d'ailleurs, du fait que cette élaboration d'un savoir partagé ne se fasse pas toujours au bénéfice de la vérité, laissant parfois circuler de fausses informations, factuelles ou d'interprétation, que l'abondance de la répétition finit par instaurer comme vérité reconnue à propos de laquelle plus personne ne s'interroge. Le phénomène récent des fake news et la prise de conscience des pouvoirs publics pour l'endiguer participent de ce que Philippe Mérieux rappelait, lorsqu'il écrivait que l'usage des technologies numériques peut contribuer à l'émergence de la pensée à condition que l'horizontalité des échanges qu'elles promeuvent n'écarte pas l'exigence de vérité. Caroline Archat abondait dans ce sens lorsqu'elle écrivait que les modes d'échange qui se développent en ligne n'ont pas grand-chose à voir avec la pensée libre et la connaissance. Parallèlement à ces premiers questionnements, la question des identités numériques occasionne de la même façon de vastes réflexions dans le monde de la recherche. Le web a en effet mis à disposition de tout un chacun différents dispositifs d'autoproduction ou de production de soi, pour reprendre l'expression utilisée par Jean-Paul Fourmentreau, pour caractériser ce travail évolutif, lié à une mise en scène de sa propre identité, transformée, enrichie ou pervertie par la contribution des autres internautes. Fonctionnant comme des formes d'expression de soi médiatées ou comme l'une des tentatives par lesquelles les internautes essayent de se façonner et de se construire une identité par bricolage, blog, site personnalisé,
réseaux sociaux ont révolutionné la question même de l'image de soi, avec les dérives que cela peut entraîner du point de vue de l'utilisation de ces identités numériques à des fins mercantiles, voire politiques. Bernard Stiegler se montrait par exemple très pessimiste quant à la capacité de Web à faire monter l'intelligence collective, dans la mesure où il pointait à quel point cet espace avait été préempté par des plateformes commerciales, des réseaux sociaux privatifs. Sa conclusion est ainsi que cette évolution est en train de préparer une autre très grande transformation qui est l'automatisation généralisée de la société. Dans le strict secteur de l'image animée, nombreuses sont les conséquences des nouvelles possibilités induites par l'avènement de ces nouveaux outils. Les cinéphilies ont en effet trouvé dans la création de blogs spécialisés, de sites thématiques, etc., de formidables moyens de partage, d'échange, de discussion, réunissant des internautes du monde entier partageant la même passion. Des réseaux sociaux spécialisés ont aussi investi le secteur cinématographique et audiovisuel, à l'image de Vodcaster ou Univers Série par exemple, en France. Parallèlement, la question du partage de fichiers a transformé, en particulier géographiquement, le rapport aux échanges et à la circulation des images animées. Porté dès l'avènement du Web 2.0 par les technologies peer-to-peer, permettant à deux individus d'échanger des fichiers de données, ces pratiques ont donné lieu à deux phénomènes complémentaires. Le premier concerne le phénomène que Patrice Flichy désignait dans son ouvrage daté de 2010 comme « le sacre de l'amateur ». En offrant la possibilité de proposer des espaces infinis de mise en exposition de contenu, dans une logique de désintermédiation quasi totale, Internet a engendré une véritable démocratisation des compétences. Pour qualifier ces ProAm, contraction de professionnel amateur, Patrice Flichy écrivait avec justesse: l'amateur qui apparaît aujourd'hui à la faveur des techniques numériques y ajoute la volonté d'acquérir et d'améliorer des compétences dans tel ou tel domaine. Il ne cherche pas à se substituer à l'expert professionnel ni même à agir comme un professionnel. Il développe plutôt une expertise ordinaire, acquise par l'expérience, qui lui permet de réaliser pendant son temps libre des activités qu'il aime et qu'il a choisies. Modeste et passionné, il couvre toute une gamme de positions entre l'ignorant, le profane et le spécialiste. Son expertise est acquise peu à peu, jour après jour, par la pratique et l'expérience. L'avènement de cette ère des professionnels amateurs a rencontré dans le domaine de l'audiovisuel un terrain particulièrement propice. Ce secteur en effet a été très fortement marqué par un phénomène de démocratisation des outils de production, que ce soit au niveau des appareils de prise de vue, caméras numériques, appareils photo ou même portables, comme au niveau des logiciels de montage et de post-production, les uns et les autres pouvant désormais être acquis à des coûts tout à fait acceptables, sans renoncer cependant à une certaine qualité de l'outil. Les compétences supposées par ces nouvelles techniques se sont, elles aussi, démocratisées. Par exemple, si l'utilisation d'un banc de montage, cinématographique comme vidéo dans les premières versions, requérait un véritable savoir-faire, l'utilisation des logiciels aujourd'hui disponibles en ligne, même dans leur version professionnelle, est à la portée de tout un chacun. Les pratiques amateurs qui ont accompagné cette démocratisation ont bien entendu été galvanisées par la possibilité de diffuser, gratuitement et au plus grand nombre, le fruit de ces productions sur Internet par le biais de plateformes contributives, avec le souhait généralisé de faire le buzz, donc que son film bénéficie d'un phénomène de bouche à oreille numérique, voire d'acquérir une véritable notoriété. Comme le notaient Étienne Pérenny et Étienne Armand Amato, ces vidéos autoproduites alimentent alors les sites personnels, les profils des réseaux sociaux, les plateformes agrégatives, etc., où elles se disséminent aisément. Que penser de cette soudaine explosion de la pratique amateur ? Faut-il se réjouir de la multiplication de ces gestes créatifs, fondateurs de tout un pan de l'éducation à l'image, considérant, comme l'exprime Fabrice Montebello, que la pratique du cinéma amateur représente la forme la plus concrète et la plus littérale de domestication du film ? En devenant à son tour réalisateur, le spectateur ordinaire répond pratiquement à la question phare des cinéphiles: qu'est-ce que le cinéma ? Pour les enfants en particulier, la pratique a toujours été considérée comme au cœur de la démarche éducative. Quand Bernard Stiegler affirmait qu'aujourd'hui, pour lutter contre la toxicité des programmes audiovisuels, il faut apprendre aux enfants à faire des images,
Il plaçait ainsi cette appropriation des outils de création comme un préalable à tout programme d'éducation à l'image. La pratique amateur apparaissait ainsi comme un moyen de penser les questions de mise en scène, d'articuler ces questions avec sa propre sensibilité, et donc d'inventer des formes qui soient personnelles à chacun. Et contrairement à ce que permettaient les technologies disponibles aux amateurs des décennies passées, la possibilité de donner très facilement à voir ses propres productions modifie totalement le registre même de cette action. Comme le rappelait Jean-Michel Frodon, il est à la fois effrayant et stimulant de savoir qu'un petit film qu'on a réalisé sera diffusé largement. Dans le même temps, cette pratique amateur permet à ceux qui la pratiquent de devenir des amateurs dans l'autre sens du terme, au sens de connaisseurs, donc des individus qui entretiennent avec la question cinématographique et audiovisuelle une relation de spectateur, pour reprendre une expression d'Emmanuel Etis, une relation privilégiée, empreinte de complicité et qui constitue un terrain tout à fait propice à l'éclosion d'une véritable cinéphilie. Il faut cependant se garder de considérer que la maîtrise des outils et des procédés techniques, du savoir-faire technologique, constitue en soi un achèvement d'une éducation à l'image. L'apprentissage du langage qui se joue à travers la pratique ne conditionne en rien l'acquisition ni d'une culture cinématographique qui permet de comparer les images, de mesurer leur portée symbolique et esthétique, et donc de bénéficier du bagage conceptuel, historique, esthétique indispensable à une pleine autonomie de la pensée face aux images. Le second phénomène auquel a donné lieu le Web 2.0, dans le strict domaine du cinéma et de l'audiovisuel qui nous intéresse ici, le développement d'un vaste phénomène de piratage de films et autres documents audiovisuels par le biais de ces nouvelles technologies. Comme le rappelle Denis Oliven dans un rapport daté de 2007, ce piratage recourt à deux types de techniques. La première est liée au recours du téléchargement par un réseau de peer-to-peer, désigné communément par l'acronyme P2P, soit un procédé d'échange de fichiers entre des ordinateurs individuels connectés à Internet. Les utilisateurs mettent à disposition des autres internautes leur bibliothèque multimédia et inversement téléchargent des fichiers que d'autres ont mis à disposition. La seconde technique passe par des sites spécialisés qui hébergent des contenus, des fichiers multimédia qui ont été envoyés par les utilisateurs du site, souvent des fichiers copiés sur un support légal, et qui sont mis à disposition des usagers du site. Rapidement, ce type de plateforme a recouru au peer-to-peer. C'est ce second procédé en particulier qui va rencontrer un essor florissant. Tout à coup, alors que l'accès au film était jusque-là soumis à des contraintes temporelles, sa programmation en salle, à la télévision, en festival, géographique, en relation à l'accès à la salle, au festival en question et au matériel, l'achat ou la location du DVD dans la configuration où il est bénéficié d'une édition vidéo, le partage de fichiers audiovisuels sur Internet semblait ouvrir, au début des années 2000, l'ère d'une accessibilité infinie et inédite à des films proposés au partage par des individus du monde entier. Dans un rapport daté de 2007, le CNC constatait que 40,5% des films sortis en salle en 2006 avaient été piratés sur Internet l'année de leur sortie, et même que près de 38% des films piratés étaient disponibles avant leur sortie en salle. Dans un autre rapport daté de la même année, le CNC faisait état d'une banalisation des pratiques de piratage et d'une déculpabilisation totale de ses adeptes. L'attrait grandissant que représentaient alors les séries, surtout américaines, accélérait cette tendance, induisant chez certains internautes des modes consommatoires quasi boulimiques que l'on désigne aujourd'hui sous l'expression de binge-watching. Certains sites de peer-to-peer, BitTorrent et Meldonkey, connaissent un large succès, encouragés par l'accès facilité sur Internet à des logiciels de téléchargement performants et faciles d'utilisation. Parallèlement, la pratique du streaming commence à se développer en cette fin des années 2000. Plusieurs innovations techniques, liées à l'apparition du haut débit, puis de la fibre optique, facilitent au cours de cette période la généralisation de ces pratiques. Le second constat sur lequel nous fondons notre réflexion est donc lié à cette horizontalité des échanges qui se jouent à différents niveaux dans un Internet modelé par le Web 2.0, avec comme on l'a vu des incidences notables au niveau de la culture cinématographique, et plus particulièrement, puisque c'est ce créneau particulier qui nous intéresse ici, au niveau de la culture cinéphilique,
Là où la médiation s'était toujours organisée autour d'un schéma relativement stable, marqué par la salle et par la présence des apostrophes. Une intermédiation humaine comme environnement symbolique structurant, se manifeste un phénomène de désintermédiation par lequel se rompt ce schéma traditionnel, au profit d'une valorisation de la figure de l'amateur, à la fois créateur d'images animées, prescripteur de documents qu'il offre à la découverte de ses pairs, auteur de commentaires, critiques, textes, etc. Ces réflexions nous amènent à un troisième constat, lié cette fois aux modalités selon lesquelles s'est joué le phénomène de RE-intermédiation tel qu'il se manifeste sur Internet autour des industries culturelles, et en particulier dans le domaine des images animées. 3. Une RE-intermédiation technique rythmée par la puissance hégémonique des industries culturelles. Le développement massif des pratiques illégales sur Internet, et en particulier dans le domaine des images animées, même si le secteur musical a été lui aussi fortement touché, a rapidement provoqué une véritable levée de boucliers chez les ayants droit, qui mettent en avant le phénomène de destruction de valeur engendré par ces pratiques. Ces protestations débouchent sur le vote en juin 2009 de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, dite loi Hadopi. Celle-ci propose 2 directions pour lutter contre ces pratiques. La répression, avec le principe de la riposte graduée, qui a depuis largement démontré son inefficacité, et l'incitation à une alternative légale, avec l'accroissement des moyens en faveur de la création d'une offre légale d'accès aux films et documents audiovisuels sur Internet. L'APETIC avait fait naître chez nombre d'internautes la pratique du téléchargement illégal en peer-to-peer, sans limite et sans contrainte, offrait bien sûr l'assurance de l'existence d'un véritable marché potentiel au regard de ce mode de diffusion de l'image animée. Pour encadrer le développement de cette offre légale, le gouvernement français va miser sur le développement de la VETADIR, vidéo à la demande, plus souvent rencontrée sous l'acronyme anglais VOD pour Video on Demand, même si nous privilégierons dans le cadre de cet ouvrage l'acronyme français du terme. L'expression vidéo à la demande désigne les pratiques liées au recours à des plateformes numériques permettant, via l'IPTV ou directement sur le web, le visionnement de documents cinématographiques ou audiovisuels en accord avec les ayants droit. 3 types de modèles économiques accompagnent son développement. La gratuité, la rétribution à l'acte, on parle alors de VETADIR à l'acte, ou l'abonnement, on parle alors de VETADA pour vidéo à la demande sur abonnement ou SVOD pour Subscription Video on Demand. L'octroi de licences, à durée déterminée, pour l'exploitation des films en ligne est géré par l'association de DRM, Digital Rights Management, à chaque fichier mis à disposition. Si la VETADA est toujours basée sur le principe de la location, sur une durée déterminée, les transactions à l'acte peuvent donner lieu soit à une location, soit à un téléchargement définitif. Le secteur de la VETADIR n'est pas né à l'occasion de la formulation de la loi Hadopi. Les pouvoirs publics s'étaient déjà intéressés à ce secteur, qui offrait une réponse, dans le respect du droit d'auteur, aux nouveaux enjeux posés par le web. Ainsi, dès mai 2006 avait ainsi été adoptée à Cannes une charte européenne pour le développement et l'adoption du cinéma en ligne, portée par la volonté de favoriser la diffusion du cinéma européen. Ce procédé provoque l'unanimité, dans la mesure où il préserve à la fois les intérêts des ayants droit, qui trouvent là une nouvelle source de revenus, et les usagers, qui peuvent profiter légalement de la flexibilité qu'offre la consommation en ligne. Les services de cinéma en ligne ouvrent de grandes perspectives pour les fournisseurs de services en ligne, FSI, et les fournisseurs de contenu. Un contenu de haute qualité, qui présente un grand intérêt socialement et économiquement, est un élément moteur reconnu de l'industrie du haut débit. La disponibilité des films en vue de leur distribution en ligne, et la promotion de services licites, constituent pour les fournisseurs de services en ligne une nouvelle source de revenus qui complète ceux tirés des services d'accès. Chacun reconnaît donc la nécessité de protéger, d'apprécier à sa juste valeur et de respecter le contenu, les droits d'auteur qui lui sont attachés et les investissements qu'il représente. Le développement de ce nouveau marché va, logiquement, être rapidement happé par les industries culturelles, dont la présence sur le terrain du commerce des images animées est économiquement centrale.
Rappelons que la présence forte des industries culturelles dans le champ de la culture avait été initialement voulue, en France, par Jack Lang, dans les années 1980, qui souhaitait alors redynamiser la vie culturelle par l'économie et les médias, avec pour conséquence un véritable élargissement des publics concernés, et parallèlement la montée en puissance d'une logique de marché qui domine aujourd'hui la sphère culturelle en général, et sur Internet par conséquent. Ce développement des industries culturelles intervient par ailleurs à une période où les sociétés industrialisées sont marquées par le développement des loisirs, dans le sens d'un temps libéré des contraintes liées au travail, que ce dernier soit considéré dans sa perspective rémunératrice ou bien lié aux contraintes familiales et ménagères. Les industries culturelles se sont emparées de ce temps libre pour le transformer en espace de consommation, porté par le processus d'individualisation des identités et des pratiques sociales qui s'est accéléré dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Basant leur stratégie de développement autour d'une segmentation des publics, donc une catégorisation de consommateurs, le marketing a contribué, dans le secteur culturel aussi, à ce contrôle social qu'évoquait Gilles Deleuze par la force de ce capitalisme culturel qui tente à standardiser les décisions de consommation. C'est sur la base de ce constat que Bernard Stiegler estimait que notre époque, que l'on qualifie volontiers par son individualisme, était au contraire marquée par celle du devenir grégaire des comportements et de la perte d'individuation généralisée. Les désirs de consommation de chacun sont totalement fabriqués, conditionnés par une machine médiatique et marketing d'une extrême puissance normalisante, provoquant une standardisation des comportements, des envies et par extension de la culture partagée. Si la question des cultures de masse a été réfléchie depuis longtemps, depuis les premiers travaux de Theodor W. Adorno, la montée en puissance des médias à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, puis le phénomène de concentration qui s'intensifie dans ce secteur depuis les 20 dernières années, conduisent à un phénomène de convergence par lequel les médias de masse, les grands représentants de l'industrie culturelle et les grands groupes de communication tendent à fusionner, ce qui en D'. Autre terme induit un rapprochement dangereux entre les industries de contenu d'une part et les industries de la communication d'autre part, équipementiers électroniques et fournisseurs informatiques, acteurs des réseaux et des télécommunications. Ce phénomène de convergence est en effet propre à accélérer l'hypermassification des comportements. D'autant plus que, comme l'ont montré les travaux de Philippe Bouquillon, Bernard Miège et Pierre Meuglin dans leur ouvrage au titre emblématique, L'industrialisation des biens symboliques, l'intégration des filières de la culture et de la communication s'est doublée d'une articulation de leurs activités avec les industries de biens et services de consommation courante. Parallèlement, la valeur symbolique du culturel est fortement prisée par les industriels, amenant les auteurs précités à évoquer un phénomène de culturalisation de l'industrie. Aussi, alors que Geneviève Jacquinot analysait la période contemporaine comme lieu de profond changement, vers toujours plus d'individualisation, de mobilité et de flexibilité à l'inverse de ce qu'a pu être la culture des médias de masse, nous avons tendance à penser que cette réelle possibilité d'individualisation offerte par les NTIC masque en réalité une réelle pauvreté des pratiques, largement dictée par les orientations consuméristes des grands groupes de communication, et en particulier les 4D', entre eux qui dominent aujourd'hui le secteur. Google, Apple, Facebook et Amazon, qui maîtrisent, comme on l'a vu, les canaux de distribution et les contenus audiovisuels qui y sont diffusés. Cette culture de masse qui tente à s'imposer de façon de plus en plus uniforme, pour satisfaire un échantillon le plus large possible de consommateurs, se base globalement sur deux postulats. Celui de l'hyperactualité qui valorise à l'extrême les nouveautés et impose un turnover féroce dans le circuit des produits consommables, et celui du plaisir immédiat qui tend à écarter, ou à repousser dans des marchés de niche, les produits qui s'écartent d'une fonction de loisir et par là même ne sont pas susceptibles d'. Intéresser immédiatement des catégories élargies de public. La logique marketing des industries culturelles est tout entière conçue pour favoriser ces tendances, qui promeuvent une économie du hit, pour reprendre l'expression de Philippe Chantepie et Alain Lediberdé, ou un effet podium selon les mots de Laurent Creton, donc une économie très largement fondée sur les têtes de gondole. Comme l'écrivait Joël Roman. Notre malaise aujourd'hui vient de là. Le domaine de la culture était traditionnellement celui de cette bourse aux légitimités concurrentes,
celui qui distribuait la reconnaissance sociale. Il semble que cela soit de moins en moins vrai, et que son influence recule au profit de l'univers des médias et de la consommation de masse, avec désormais la réussite commerciale comme critère principal de légitimité. Comme le note également Pierre-Jean Bengozi, les logiques de recommandation que favorise Internet participent pleinement de cette concentration massive de l'intérêt des consommateurs sur un petit nombre de produits, ceux sur lesquels les opérateurs industriels misent en termes d'investissement et de rentabilité présumée. Ces mécanismes reposent en effet sur des principes de compilation, d'accumulation et d'augmentation quantitative de l'offre sur le réseau, où il n'y a plus de travail éditorial ni de sélectivité a priori, mais au contraire une identification a posteriori des niveaux d'agrégation, de recommandation et de buzz dans les communautés d'échange et les réseaux sociaux numériques. Ces phénomènes sont profondément enracinés dans l'histoire d'Internet puisque déjà au début des années 2000, Alain Bergala regrettait que on se connecte pour rejoindre le majoritaire, le déjà plébiscité, un peu comme le font ces spectateurs d'un grand réseau de distribution de films qui inscrit sur certaines affiches de films, à l'entrée des cinémas, le label élu par les spectateurs. C'est pourquoi les pratiques de prescription telles qu'elles peuvent se jouer sur les médias sociaux ou autres lieux d'expression sur le net, se développent le plus souvent en totale synchronie avec les campagnes de communication liées à tel ou tel produit culturel. La chanson, le livre, le film, le spectacle que l'on va liker est le plus souvent déjà porté par l'intense activité promotionnelle des industries culturelles et l'action que l'on croit individuelle, l'expression des apostrophes. Un goût, la volonté de prescrire autour de soi intervient en réalité comme supplétif à la machine de guerre commerciale des dites industries. Ce phénomène se vérifie aussi, logiquement, pour les produits cinématographiques proposés à la vente ou à la location par le biais de la VETADIR, dès lors que l'intermédiation technique qui va prévaloir à leur commercialisation va se baser sur les principes que nous avons eu l'occasion de mettre précédemment en évidence, l'économie du hit en particulier. Voici quelques données qui témoignent de cette évolution. À partir de 2007, le marché de la VETADIR connaît en France une grosse progression, dopée par le vote de la loi Hadopi, et cela jusqu'à l'année 2012, date à partir de laquelle le marché se stabilise pour connaître une nouvelle forte augmentation en 2015, plus 19,8% par rapport à l'année précédente, pour atteindre un total de 317,6 millions d'euros. Plusieurs catégories de services de vidéo à la demande fleurissent à cette époque. On distingue ainsi des éditeurs isolés, qui développent des plateformes de VETADIR pour assurer la distribution en ligne des œuvres dont ils détiennent les droits exclusifs. Des détenteurs de droits qui se regroupent pour créer des plateformes de VETADIR. Des grands distributeurs qui créent une activité VETADIR sur leur site marchand. Des chaînes de télévision qui, disposant déjà des droits sur un certain nombre de films, créent des plateformes VETADIR. Les fournisseurs d'accès à Internet qui créent leurs services VETADIR. Ceux que l'on appelle les pure players, qui se sont créés spécifiquement pour développer une activité de VETADIR, et dont les plateformes ne sont accessibles que sur Internet. La vidéo à la demande est toujours un marché en pleine croissance aujourd'hui. Selon le bilan 2016 du Centre national de la cinématographie et de l'image animée, le marché de la VETADIR payante en France est estimé à 344,1 millions d'euros. Outre le regain du marché observé en 2015 et 2016, le phénomène le plus marquant de cette dernière période est le développement rapide des offres de vidéos à la demande par abonnement, alors que jusque-là le paiement à l'acte était le modèle largement privilégié. Sur l'année 2016, les paiements à l'acte étaient très largement majoritairement consacrés aux films puisqu'ils représentaient 78% des transactions contre 7,1% pour les produits audiovisuels et 14,9% pour les programmes pour adultes. La nationalité des films visionnés par les internautes est assez proche de ce que l'on peut observer au niveau des préférences dans les salles de cinéma, puisque la part de marché des films états-uniens s'élève à 55,3% en VETADIR contre 52,9% en salle, et celle des films français à 33,3% en VETADIR contre 35,8% en salle. Enfin, le phénomène de concentration des ventes sur un nombre réduit de titres se vérifie toujours au niveau de la VETADIR, mais de manière légèrement moins prononcée que cela ne l'est pour les salles.
Ce constat permettrait ainsi d'accréditer, quand bien même à la marge, le modèle de la longue traîne proposé par Chris Anderson, contre l'effet podium qui depuis toujours caractérise l'industrie cinématographique. Mais cette conclusion semble malheureusement contredite par l'évolution de ces chiffres au cours des dernières années, témoignant d'une augmentation de ce phénomène de concentration au fil du temps. Ainsi, si l'on prend pour référence l'année 2011, au cours de laquelle s'est stabilisé le marché de la VETADIR, on avait alors 9,2% des transactions relatives au top 10, pour 14,1% en 2016, 15,5% des transactions relatives au top 20, pour 23,2% en 2016, et 20,8% des transactions relatives au top 30, pour 30,6% en 2016. Nous sommes donc en présence sur le marché de la VETADIR, en France, d'un phénomène évident de concentration progressive des ventes autour des produits les plus porteurs, les plus médiatisés, conformément à ce que l'on peut observer sur d'autres secteurs de diffusion, que ce soit les salles, la vidéo matérialisée ou la télévision. La montée en puissance des grands groupes industriels sur ce marché au cours des dernières années, MyTF1 VOD et Orange, auxquels ont respectivement recouru en 2016 29,9% et 29% des spectateurs, suivis par Netflix, 27,1%, Canal Play VOD, 2,9%, etc., et les pratiques marketing Q'. Ils généralisent, très largement concentrés sur les têtes de gondole, expliquent largement cette évolution. Les constats énoncés précédemment semblent donc peu compatibles avec les besoins du secteur de la cinéphilie. Peu de place est accordée aux productions de niche au profit d'une convergence des achats, et donc de la mise en visibilité, vers les produits les plus porteurs, dans un contexte où les pratiques de prescription et de programmation se transforment au gré d'une intermédiation technique portée par des méthodes marketing agressives en occurrence des pratiques de recommandation liées à des logiques strictement algorithmiques. Cette situation interroge donc la question du devenir de la transmission cinéphile dans ce nouvel écosystème, et de la capacité ces modèles de médiation expérimentés à y trouver une place. Cette véritable mutation anthropologique à laquelle on assiste actuellement, pour reprendre l'expression de Jean-Michel Carasso, remet en effet profondément en question nombre de nos marqueurs culturels. Et comme le relève ce dernier, l'éducation, l'art et la culture sont au cœur des enjeux auxquels nous sommes confrontés, dès lors qu'ils sont soumis à toutes les contradictions, toutes les angoisses, toutes les responsabilités, tous les espoirs. La vidéo à la demande, en tant que configuration désormais globalement stabilisée du point de vue technique et juridique, comme du point de vue de ses usages, peut-elle accueillir, sans le trahir, le projet de médiation poursuivi par les militants issus de la cinéphilie ? 4. Les hypothèses de travail et la problématique centrale de la recherche. Pour réfléchir à cette question, nous poserons 5 hypothèses de travail que nous énoncerons successivement. Hypothèse numéro 1. La cinéphilie peut être appréhendée selon une approche systémique. En premier lieu, nous poserons pour première hypothèse le fait que, en France, la cinéphilie constitue un objet complexe, articulant des dimensions culturelles, économiques, politiques, éducatives et sociales, et qu'elle est mue par des acteurs aux objectifs très différents, cinéastes, producteurs, distributeurs, exploitants, vendeurs à l'international, éditeurs vidéo, hommes politiques, enseignants, médiateurs, chercheurs, etc., mais sont liés par des valeurs communes, qui travaillent à des buts communs, et qui mettent en œuvre des liens de solidarité entre les différentes unités qu'ils constituent, ce qui permet au système tout entier de s'auto-entretenir et de fonctionner. C'est pourquoi nous faisons le choix ici d'envisager la cinéphilie au singulier, selon une approche systémique et holistique, par laquelle nous privilégierons l'idée d'un ensemble cohérent, autonome, constitué à la fois d'éléments matériels, d'individus, d'actions, etc., qui interagissent et travaillent de façon solidaire à des finalités communes. Il s'agit ici, selon une approche d'inspiration latourienne, de ne point séparer idées et processus, individus et objets, mais de les considérer dans leur ensemble avec les interrelations qui les relient comme les agrégats d'un même système ne se résumant pas à sa seule acception intellectuelle. Ces points seront précisés dans la première partie de cet ouvrage. Hypothèse numéro 2. Le concept d'adaptation peut être mobilisé pour analyser la transformation du système cinéphile d'une part, et du nécessaire renouvellement de ses publics d'autre part.
pour réfléchir à la façon dont le système cinéphile va réagir face à la nécessité qui est la sienne d'investir Internet pour se mettre en phase avec les nouvelles pratiques de consommation en ligne, nous aurons recours au long de cet ouvrage au concept d'adaptation. Sans en refaire la généalogie étymologique, disons simplement que ce dernier est importé des sciences de la vie. Au XIXe siècle, dans la mouvance des théories évolutionnistes de Darwin, l'essor corrélatif de l'idée d'adaptation des éléments de la nature incluant l'idée de modification et d'évolution, pour ensuite passer aux sciences humaines et sociales, notamment en psychologie des masses et sa transposition en sociologie. Appliqué à notre objet, le terme traduit bien la double nécessité devant laquelle se trouve le système cinéphile face au tournant numérique. Réagir à la modification de l'environnement dans lequel elle s'épanouit, et modifier ses modalités d'action pour répondre le plus efficacement possible aux nouvelles configurations qu'il doit intégrer à ses schèmes d'action. Ce sont des modalités de cet ajustement dont il sera ici question. La façon dont nous entendons avoir recours au concept d'adaptation sera précisée dans la partie 1 de cet ouvrage. Hypothèse numéro 3. Ces processus d'adaptation peuvent être utilement analysés en focalisant la réflexion sur le modèle de médiation cinéphile. La transformation de l'environnement de consommation des images animées qui accompagne le développement d'Internet pose au système cinéphile un problème de renouvellement de ses publics. Pour continuer à exister dans un univers industriel et commercial à la fois violent et efficace dans ses méthodes marketing, et séduisant par sa propension à s'adresser à tous les publics dans ses contenus, il est donc important de continuer à former de nouveaux publics, tâche à laquelle s'est toujours assigné le système cinéphile par le biais de ses différents dispositifs de médiation, qui répondent globalement à un modèle commun de médiation par lequel le système transmet ses valeurs et ses fondements. Pourtant, ce modèle s'est traditionnellement fondé sur la base de dispositifs en présentiel et de l'intervention d'intermédiaires humains, deux idéaux qui sont directement remis en cause par la vidéo à la demande comme cadre de rencontre avec l'image animée. C'est donc logiquement au prisme de l'adaptation de ce modèle de médiation cinéphile, dont nous poserons les bases dans la partie 2 de cet ouvrage, que nous choisissons de développer notre réflexion. Hypothèse numéro 4. L'adaptation nécessaire du modèle de médiation cinéphilique se joue dans un contexte global de crise de la transmission. Ce besoin de formation des publics intervient dans un contexte global de crise de la transmission, à plusieurs niveaux, touchant très directement ou plus indirectement le système cinéphile. Au niveau de l'environnement cinématographique, il apparaît que les dispositifs traditionnels de médiation cinéphilique souffrent globalement d'un vieillissement de leur public, ce qui traduit un évident essoufflement de la capacité de ces dispositifs à transmettre aux jeunes générations les valeurs et fondements du système. L'âge moyen des spectateurs des salles arts et essais constitue un indicateur significatif de ce phénomène. En 2016, le public des films arts et essais était constitué de 47,5% de seniors 50 ans et plus, alors même que cette catégorie de population ne constitue que 19,6% du public des films non recommandés. Ce vieillissement, témoin d'une difficulté de ces salles à renouveler leur public, est particulièrement préoccupant pour l'avenir de cette catégorie d'exploitation. À la télévision, s'il est vrai que toutes les chaînes généralistes sont confrontées à un public vieillissant, la chaîne dont l'âge moyen des téléspectateurs est le plus élevé est sans conteste la plus cinéphile d'entre elles, Arte. L'âge moyen de son public est évalué entre 63 et 66 ans et augmente de 2 ans tous les ans. Si les données manquent pour chiffrer le phénomène au niveau des festivals, ciné-clubs, cinémathèques ou autres hauts lieux de la rencontre cinéphilique, le constat est unanimement partagé par les professionnels d'un vieillissement prononcé de leur public. Ce constat propre à la cinéphilie intervient dans un contexte global où nombreux sont les signes d'une véritable crise de la transmission, signes qui invitent à repenser les modalités de son affirmation. Cette crise, mise en avant par nombre de chercheurs, se vérifie tout d'abord au niveau de l'école. Le philosophe et historien Marcel Gauchet met par exemple en évidence le phénomène de accent aigu traditionnalisation, qui s'est opéré dans les institutions scolaires depuis les années 1970, à travers le passage
d'un modèle pédagogique qui privilégiait l'acte social de transmission à un modèle pédagogique centré sur l'activité individuelle de l'élève. Le psychologue Emmanuel Diette évoquait avec beaucoup d'amertume ce recentrage de l'école, et l'abandon qu'il impliquait de sa fonction traditionnelle de transmission des œuvres au fondement de la culture jusque-là partagée, constatant l'abandon structurel du rapport au savoir et de la transmission culturelle au profit du formatage de compétences avouant directement leur visée normalisante par l'obsession évaluative de l'acquisition du savoir-faire et surtout de l'ineffable savoir-être. Ce dernier concluait ainsi à une véritable disqualification de la transmission. En renonçant à l'instruction et à l'enseignement, l'école tente à une normalisation aussi totalitaire que régressive, désireuse de séduire les consommateurs d'école, d'éviter tout conflit et de ne rien imposer d'une culture savante censée désormais être inutile, inaccessible au plus grand nombre, et n'avoir pas d'autre sens que l'affirmation de la distinction de la classe dominante et de sa domination symbolique. Comme le suggère ici Emmanuel Diette, le renoncement de l'école face à ses fonctions de transmission des œuvres, de l'héritage culturel, du savoir dans son acception encyclopédique, en vertu des phénomènes de distinction sociale portés par la culture qui avaient été mis en évidence les célèbres travaux de Bourdieu et Passeron dans Les Héritiers, tendent en réalité à renforcer ces phénomènes puisque dès lors que l'école renonce à ses prérogatives en la matière, seule la famille peut éventuellement les prendre en charge avec toutes les différences qu'occasionneront les caractéristiques de l'environnement social, économique, culturel propre à la famille des enfants considérés. On sait que le climat familial, pour reprendre la pensée de Sylvie Octobre, Christine Détré, Pierre Merclé et Nathalie Berthomier, est bien plus déterminant qu'un quelconque projet éducatif, qui pourrait être consciemment développé par les parents, dans la mesure où c'est par imprégnation que s'opère la transmission, et non pas par une quelconque imposition. Par ailleurs, les travaux en sociologie mettent en évidence le fait qu'au niveau de la famille aussi, on peut observer un phénomène de crise de la transmission. François de Singly montre par exemple en quoi la famille contemporaine dans ses évolutions tente à libérer les individus, à leur conférer davantage d'autonomie personnelle dans l'élaboration de leur propre culture. Ce phénomène s'accompagne d'une crise entre générations, puisque comme le rappelle Stéphane Bonnery, on assiste à un véritable rejet de la part des jeunes du patrimoine culturel que les anciennes générations aspirent à lui transmettre. Le dialogue se tend, le fossé se creuse entre une culture panthéon constituée d'œuvres reconnues et légitimées, et une culture jeune, dont les plus anciens sont largement exclus, et qui trouve très largement le terreau de sa construction et de son partage dans les technologies de l'information et de la communication. Comme le montre la sociologue Dominique Pasquier, ce sont elles qui permettent désormais aux jeunes d'accéder librement à la culture, devenant leurs propres prescripteurs en vase clos, en parfaite autonomie vis-à-vis de l'école comme des adultes en général. Le système cinéphile s'est toujours construit sur la base d'une symbolique forte accordée à la culture. Rappelons l'importance de l'éducation populaire dans la construction du système de valeurs de la cinéphilie, et donc la façon dont l'acquisition de connaissances, d'une culture partagée, était considérée comme les préalables à une éducation citoyenne, dans la droite ligne de la conception de la culture que développait Jérôme Brunner lorsqu'il écrivait que « la culture donne forme à l'esprit, c'est elle qui nous procure outillage grâce auquel nous construisons, non seulement les univers dans lesquels nous évoluons, mais aussi la conception même que nous avons de nous-mêmes et de notre capacité à y intervenir ». Selon cette optique, travailler à la transmission culturelle ne consiste pas simplement à partager un héritage commun, mais aussi développer un projet de société en travaillant sur l'individu, pour participer à son épanouissement en développant son esprit critique, son regard sur le monde, sa conscience de son propre rôle dans le collectif. C'est tout l'enjeu, au-delà des questions strictement cinématographiques, de l'éducation artistique, comme le rappelait Jean-Michel Carasso lorsqu'il affirmait que la citoyenneté appelle un être libre et solidaire, conscient et responsable de ses choix. Pour ambitieux qu'il soit, cet objectif aussi revient à l'éducation artistique et culturelle. Dans le contexte de rupture des cadres traditionnels de transmission qui caractérisent notre époque, les acteurs de la cinéphilie sont appelés à s'approprier ces enjeux et à imaginer de nouveaux cadres de transmission. Repenser ces cadres de transmission suppose logiquement d'aller rencontrer les jeunes générations en prenant en considération la réalité de leurs pratiques culturelles,
en l'occurrence le fort investissement dont est l'objet Internet. Une étude du CREDOC de 2016 montre que pour un internaute sur deux, il est impossible de se passer d'Internet plus de quelques jours, et bien sûr, ce sont les plus jeunes qui expriment davantage leur difficulté à se passer d'une connexion, se qualifiant aisément de dépendants à leur accès à Internet. Or, les images animées occupent une place de choix dans ce rapport au web. L'édition 2017 de Junior Connect, l'étude annuelle publiée par Ipsos, montrait que la consommation de vidéos explose, notamment via YouTube, plateforme regardée par 96% des adolescents et sur laquelle 79% possèdent un compte, une progression spectaculaire depuis 2016, 45% d'inscrits. YouTube devient ainsi le réseau social le plus fréquenté par les 13 à 19 ans. Le téléchargement et le streaming sont également des pratiques courantes désormais, et ce quel que soit l'âge des enfants. Ainsi, plus de 70% des jeunes téléchargent des contenus et plus de 50% les consultent en streaming. Si l'on put pendant un temps déplorer une fracture numérique, due à l'inégale répartition des équipements dans les foyers, cette fracture devient aujourd'hui bien davantage une fracture culturelle, une capacité pour les usagers du net à en comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants, à adapter leurs usages aux différentes possibilités qu'il offre. D'où l'importance de réinventer des cadres de transmission utilisant cet engouement de la part des jeunes générations pour les pratiques en ligne, mais qui tenterait de réintroduire les bases d'un rapport à la culture mise à rude épreuve. Hypothèse numéro 5. La vidéo à la demande peut être appréhendée comme un objet technique offrant un nouveau cadre de transmission possible de la culture cinéphile. Imaginez de nouveaux cadres de transmission sur Internet répondant aux besoins de la cinéphilie, passe par la capacité du système cinéphile à reprendre à son compte une configuration de rencontre avec les images animées aujourd'hui éprouvées, la vidéo à la demande, pour l'adapter à ses propres besoins. Il ne s'agit donc pas en substance d'innover, en expérimentant de nouveaux dispositifs techniques ou de nouveaux cadres juridiques, ni même de nouveaux usages relatifs à l'organisation d'une rencontre sur Internet entre des internautes et des images animées. Ce dispositif existe. Il est connu et reconnu par les internautes de tous âges qui considèrent Internet comme un nouveau lieu de consommation d'images animées, et la stratégie du système cinéphile pour inventer de nouveaux cadres de transmission sera d'utiliser ce dispositif, de s'y inscrire, plutôt que de chercher à inventer une configuration sociotechnique qui lui soit propre. Ce constat explique d'ailleurs que nous ayons choisi d'analyser les phénomènes à l'œuvre par le biais du concept d'adaptation plutôt qu'en ayant recours au champ de la sociologie de l'innovation. Ainsi, conformément à cette proposition, la vidéo à la demande sera appréhendée comme un objet technique tel que le définit Madeleine Akrich dans ses travaux sur la sociologie des techniques, donc comme le rapport qui se construit entre un dispositif matériel d'une part et l'ensemble des usages induits par ce dispositif. Il s'agira pour nous de réfléchir aux processus par lesquels, sans modifier cette organisation des relations des hommes entre eux et avec leur environnement, que propose la vidéo à la demande en tant qu'objet technique, les sites de Vetadir vont tenter d'ajuster cette configuration de base à l'environnement spécifique que constitue la culture cinéphile. Madeleine Akrich nous rappelle que les objets techniques, s'ils proposent un script, un scénario qui prédétermine des mises en scène que les utilisateurs sont appelés à mettre en œuvre, ils seront incapables de figer les usages tant que des acteurs ne vont pas le prendre en main et le plier à leurs propres aspirations. Seule la confrontation réalise ou IR réalise l'objet technique, insiste-t-elle. C'est pourquoi nous nous proposons de réaliser ces allers et retours, auxquels elle invite le chercheur entre le projet des concepteurs de la Vetadir, et on a vu que ce sont les industries culturelles qui ont initialement préformé cet objet technique destiné à offrir une nouvelle fenêtre de commercialisation à leurs produits, imposer leur script dans sa configuration, stabiliser et canaliser les usages autour de ce script initial, et les utilisateurs spécifiques de cet objet que vont constituer les acteurs cinéphiles. Les différentes hypothèses ici développées nous amènent à formuler la problématique centrale de cette recherche de la façon suivante. Comment le système cinéphile adapte-t-il son modèle de médiation afin de répondre aux mutations des modalités de rencontre avec les images animées engendrées par le développement d'Internet, dans le contexte d'un vieillissement marqué de son public ? Répondre à cette problématique suppose le développement d'une méthodologie spécifique,
articulant la mise en place d'un cadre théorique et le développement de recherches de terrain, que nous allons préciser à présent. 5. Choix méthodologique. La matrice conceptuelle posée suppose au préalable la mise en place d'un cadre théorique dont nous avons précisé les contours, mais que nous développerons au début de cet ouvrage afin de le rendre intelligible pour notre lecteur. Tout d'abord, nous nous attacherons notamment à préciser les fondements du concept d'adaptation auquel nous choisissons de recourir, de sorte à poser les bases d'une grille d'analyse que nous mettrons à profit pour réfléchir au processus observé dans la transformation du modèle de médiation cinéphile confronté au dispositif de la vidéo à la demande. Cette première phase supposera aussi que nous justifions notre parti pris consistant à considérer la cinéphilie comme système, puisque notre appréhension de l'adaptation s'inscrira dans une perspective systémique. Cette première mise au point constituera la première partie du présent ouvrage. Dans un second temps, il conviendra de revenir sur la question de la médiation culturelle, de sorte à comprendre en quoi la problématique de la médiation rencontre directement les besoins d'éducation de nouveaux publics indissociables de la survie du système cinéphile. Après avoir posé les motifs incontournables de la notion de médiation culturelle de façon générique, nous réfléchirons à la façon dont la médiation a traversé l'histoire de la cinéphilie, dans ses différentes manifestations, permet aujourd'hui de proposer un modèle opératoire propre à la médiation cinéphile, lequel constituera pour nous un programme d'investigation des plateformes de vidéo à la demande cinéphile dans leur rapport à la médiation. Ce second point constituera la matière à la deuxième partie de cette recherche. Enfin, dans un troisième temps, nous aborderons l'objet de notre réflexion proprement dite, à savoir les sites cinéphiles de vidéo à la demande. Sur la base de l'étude d'un corpus de 16 plateformes, nous chercherons à interroger la façon dont le modèle de médiation cinéphile originel va être travaillé par ces acteurs pour s'adapter à la nouvelle configuration propre aux plateformes web. Conformément au concept d'adaptation auquel nous recourons, nous analyserons à la fois la résultante du processus de transformation, par le biais d'une analyse de sites et de leur fonctionnement, mais aussi le processus d'adaptation à l'œuvre, ce qui suppose qu'une place importante soit accordée aux intentionnalités des acteurs de ce changement, qu'ils portent sur des objets humains ou non humains. Le rôle et le discours des créateurs et coordinateurs de ces sites sont bien évidemment fondamentaux pour comprendre l'ensemble des enjeux et des processus à l'œuvre, ce qui explique que nous ayons fait le choix de réaliser une série d'entretiens auprès de plusieurs responsables des plateformes de notre corpus. Les précisions relatives aux choix méthodologiques qui ont accompagné le développement de ce travail de terrain seront présentées en ouverture de la troisième partie, dans laquelle seront retracés les résultats de ce travail de terrain. 1. Le concept d'adaptation comme cadre d'analyse. La société est histoire. Elle est constamment engagée dans un mouvement historique, dans une transformation d'elle-même, de ses membres, de son milieu, des autres sociétés avec lesquelles est en rapport. Elle suscite, subit ou accueille sans cesse des forces externes ou internes qui modifient sa nature, son orientation, sa destinée. Que ce soit d'une manière brusque, lente ou imperceptible, toute société connaît chaque jour des changements, qui sont plus ou moins en harmonie avec son passé et suivent un dessein ou un projet plus ou moins explicite. G. Rocher, Introduction à la sociologie générale. 3. Le changement social. La recherche que nous nous proposons de mener ici engage une réflexion relative à un processus par lequel un système, en l'occurrence le système cinéphile porté par un modèle de médiation structurant, modifie son organisation pour adopter un autre mode d'organisation globale. Ce processus est dicté par une finalité qui engage l'ensemble du système, sa survie, à l'heure où se transforment radicalement les modalités de consommation des images animées, et où les jeunes générations se détournent massivement des dispositifs de médiation traditionnels. L'idée d'une finalité indissociable de la notion de système, et qui s'incarne pour ce qui concerne les systèmes biologiques dans le concept de téléonomie, trouve ici un pendant relativement explicite, dès lors que l'on accepte de considérer que le concept de motivation de poursuite d'un objectif peut être appliqué à une collectivité. Talcott Parsons écrivait que nous pouvons parler de motivation des apostrophes. Une collectivité uniquement dans un sens elliptique, faisant référence à certaines uniformités dans les motivations de ses membres,
ou à une certaine organisation de ses motivations, nous traduisons. Pour répondre à ce défi, le système cinéphile est obligé de s'ouvrir à des modèles de rencontre entre le public et l'œuvre cinématographique qui remettent en question les idéaux, la projection collective, le grand écran, la vision continue, l'obscurité et le silence, etc. et les invariants, la présence d'un intermédiaire humain faisant office de tiers médiateur sur lesquels reposait jusqu'alors le modèle de médiation cinéphile. Quels vont être les ajustements, les transformations, les développements que va mettre en œuvre le système sans se trahir pour appréhender ces nouvelles gageures? C'est pour analyser ces transformations que nous souhaitons solliciter le concept d'adaptation. Ce postulat sur la base duquel nous construisons notre réflexion engage deux éléments de réflexion sur lesquels nous allons revenir successivement. Le choix d'une perspective systémique d'une part pour appréhender la cinéphilie. Le recours au concept d'adaptation pour analyser les processus observés dans les transformations à l'œuvre. 1. Appréhender la cinéphilie comme système. Le choix de recourir à une analyse systémique pour appréhender les processus d'adaptation à l'œuvre dans l'univers de la médiation cinéphile suppose bien évidemment de revenir sur les bases de cette méthode sociologique et ses fondements, tout en justifiant son application à notre objet. Revenons tout d'abord sur la définition même de système, tel qu'il est manié en sociologie. Francis Le Gallou, dans son ouvrage Présentation de concepts de la systémique, en propose la définition suivante. Un système est un ensemble, formant une unité cohérente et autonome, d'objets réels ou conceptuels, éléments matériels, individus, actions, organisés en fonction d'un but ou d'un ensemble de buts, objectifs, finalités, projets, au moyen d'un jeu de relations, interrelations mutuelles, interactions dynamiques, le tout immergé dans un environnement. Cette proposition met en avant différents éléments définitionnels que nous envisagerons successivement. La cohérence du système global, ce qui nous ramène à la définition étymologique du terme et son autonomie, les finalités de son action, et le caractère dynamique des interrelations qui le caractérisent. Guy Rocher utilisait pour définir la notion de système le terme d'interdépendance, qui nous semble important pour compléter cette définition première. Il retenait effectivement au cœur de la qualification de système l'observation de rapports d'interdépendance entre les éléments de l'ensemble étudié, mettant en évidence de ce fait l'impossibilité d'appréhender un élément du système sans prendre en considération la globalité des autres unités sur lesquelles agit le dit élément, et qui agissent sur lui. Ce système tel que nous considérons sera qualifié de complexe dès lors qu'il répond à la définition suivante proposée par Philippe Collard, Sébastien Vérel et Manuel Clergue. Nous dirons d'un système composé d'éléments considérés comme indivisibles à l'échelle d'observation, qu'il est complexe si le comportement collectif observable lorsqu'on le considère comme un tout indivisible n'est pas réductible à celui de ses composants. Les systèmes complexes qui découlent de cette définition, au-delà de ce premier défi de l'indivisibilité du tout, sont en outre caractérisés par le fait que leur évolution n'est pas quantifiable, n'est pas prévisible, et qu'il est par conséquent impossible de calculer la façon dont il va se comporter face à une situation donnée. Les auteurs précités ajoutaient en effet que pour un système complexe, il est nécessaire de repenser le concept de causalité ou du moins la relation directe entre cause et effet. Le comportement global à long terme n'étant pas toujours prédictible, il est problématique de poser une relation causale entre des règles locales. En quoi, sur la base de ces propositions définitionnelles, peut-on parler d'un système cinéphile en France ? Notons tout d'abord la multiplicité des unités décisionnelles, humaines et institutionnelles, qui le caractérisent, et la complexité des interactions qui caractérisent leurs relations. Ainsi, un premier postulat pourrait être posé en affirmant que la cinéphilie peut être appréhendée comme un groupe social, dès lors que l'on accepte l'idée qu'elle rassemble un ensemble d'individus qui forment une unité sociale identifiable, sur la base de valeurs communes, de pratiques communes, de liens plus ou moins organisés et surtout, d'une conscience d'appartenance à ce groupe par les individus qui en font partie, de même qu'ils sont reconnus en tant que tels par les individus qui sont extérieurs à ce groupe social. Sur cette base, nous qualifierons plus précisément la cinéphilie de groupe secondaire, dans la mesure où ce groupe social est d'une certaine ampleur,
que les individus qui en font partie entretiennent entre eux, pour certaines catégories en tout cas, des relations fonctionnelles, et que l'ampleur du groupe explique que ces différents représentants ne sont pas appelés à tous se connaître. Ce groupe pourra être reconnu en tant que groupe de référence par ceux qui s'y reconnaissent comme membres, et que nous nommerons les cinéphiles, dès lors que ce groupe est porteur d'un certain nombre de valeurs avec lesquelles ils choisissent, volontairement, de se familiariser et d'intégrer. Nous considérons que l'unité, la solidité par-delà les époques du cercle de la cinéphilie, sont intimement liées à la force de reconnaissance et de coopération des individus qui s'y reconnaissent. Émile Durkheim rappelait déjà que la vie commune ne peut être affectée que par le nombre de ceux qui y collaborent efficacement. C'est pourquoi ce qui exprime le mieux la densité dynamique d'un peuple, c'est le degré de coalescence des segments sociaux. La force du sentiment d'appartenance des membres du cercle cinéphile, au-delà de la diversité des pratiques et des acceptions qui peuvent graviter autour du concept même, ainsi que la puissance de leurs interactions sur lesquelles nous reviendrons, nous semble témoigner de cette coalescence désignée par Durkheim comme nécessaire à la densité dynamique de ce cercle. Des liens forts unissent les membres de ce groupe social, lesquels se traduisent avant tout par une culture partagée, cette culture cinéphile dont nous poserons les traits plus avant dans le présent ouvrage. Ce trait unificateur, cet appareillage symbolique, donne lieu à des liens de nature économique, politique et sociale, permettant, pour reprendre l'expression utilisée par Guy Rocher, de qualifier le milieu cinéphile français d'ensemble lié, dans la mesure où les différents éléments qui le composent ne sont pas simplement juxtaposés les uns avec les autres, mais liés les uns aux autres. Par voie de conséquence, la culture cinéphile est à la fois le résultat de cette organisation tendant à réunir ses membres autour des mêmes valeurs, mais aussi le vecteur par lequel de nouveaux membres seront appelés à se mouler dans le cadre général, orientant la nature des connaissances à acquérir, les modes de pensée, les critères de jugement artistique et la façon de les exprimer, etc. Ce système de pensée, explicite, organisé, possédant sa propre histoire et ses propres finalités, proposant une orientation précise à ceux qui choisissent d'y adhérer, se rapproche en conséquence du concept d'idéologie. Nous ne cherchons évidemment pas par ces affirmations à nier la coexistence de multiples façons de se définir en tant que cinéphile, en rapport avec des pratiques de consommation, mais aussi des univers culturels de référence très variés. L'expression de nouvelle cinéphilie, et par là même le pluriel que l'on retient logiquement pour désigner cette réalité éclatée, a d'ailleurs été largement adoptée par le monde de la recherche pour rendre compte de ce processus de fragmentation du concept autour d'une multitude de niches, de spécialisations parfois très poussées autour d'un amour et d'une compétence acquise pour un genre cinématographique parfois très restreint, voire iconoclaste. Nous choisirons quant à nous, spécifiquement dans le cadre de cette recherche, de conserver le singulier, la cinéphilie, dans la mesure où justement nous entendons appréhender ce concept comme une culture. On renvoie ici évidemment au titre d'un livre d'Antoine Debec sans pour autant nous positionner dans la frange des chercheurs envisageant la cinéphilie uniquement sous l'angle intellectuel et critique, au-delà de la diversité des postures qui accompagnent sa reconnaissance, comme un système global, dont les membres sont unis par un intérêt pour le même objet artistique, le film, intérêt qui se traduit à la fois par une consommation massive et l'acquisition d'une expertise personnelle et, le plus souvent, partagée. La dimension anthropologique et relationnelle de ce que nous nommons la cinéphilie constitue ainsi un premier élément sur la base duquel nous choisissons de le considérer comme système. Cet ensemble social, d'un point de vue macro, peut lui-même être décomposé en unités logistiques qui pourront être analysées au gré d'une perspective fonctionnelle, lesquelles unités pourront à leur tour être décomposées jusqu'au stade de l'individu, le cinéphile, dont le degré d'implication pourra être extrêmement variable, mais dont les actions participent au développement du système. Cet ensemble répond au défi de la complexité dans la mesure où son évolution n'est pas quantifiable, prévisible. Il est impossible de calculer la façon dont il va se comporter face à une situation donnée, en raison même de cette imprévisibilité des actions de chacun de ses membres. En effet, l'une des conséquences du choix consistant ici à recourir à une analyse systémique nous amène à considérer les individus qui composent, les cinéphiles donc, comme des acteurs sociaux. De ce fait, nous serons amenés à interroger le rôle qu'ils occupent au sein de cette organisation,
la nature des influences qu'ils subissent ou qu'ils exercent, mais aussi des relations qu'ils vont entretenir avec les autres membres du groupe. Ces acteurs sociaux sont unifiés autour d'une ligne d'action commune, que l'on pourrait résumer autour des éléments suivants. Des valeurs partagées, liées à cette culture donc que nous avons évoquée dans les lignes précédentes. Ces valeurs se sont historiquement institutionnalisées, en particulier dans les années 50, autour du concept de qualité dont Guillaume Vernet a travaillé à reconstituer la genèse dans sa thèse soutenue en 2017, et qui constitue la base de l'édification d'un système critique commun permettant en particulier d'établir une hiérarchie qualitative entre les œuvres. Frédéric Gimelot-Méplon, dont l'habilitation à diriger des recherches soutenues en 2012 portait déjà, selon une approche systémique, sur l'histoire du concept de qualité dans le cinéma en France depuis 1946, défend l'idée que cette hiérarchie est davantage le fruit d'un discours critique bâti a posteriori par l'histoire du cinéma puisqu'à la base, c'est le consensus qui domine dans toute commission d'experts. Pour lui, c'est justement parce qu'ils sont suffisamment polysémiques que les référentiels qualitatifs de l'action publique dans le domaine du cinéma ont permis durant près de 50 ans un large consensus autour de la notion de qualité, entre professionnels du secteur, administration culturelle et spectateurs. La politique des auteurs, à la même époque, a largement contribué à ancrer ce découpage entre des bons et des mauvais films, des auteurs dont le travail est intéressant et des réalisateurs qui ne seront jamais que des façonniers. Le concept d'art et essai, d'abord issu du secteur de l'exploitation puis repris à son compte par l'État à partir de 1959 en tant que label distinctif, va également constituer un accomplissement dans ce processus, introduisant une rupture au sein de l'industrie cinématographique française, et permettant par là même au système cinéphile de s'identifier et de se structurer. La reconnaissance du cinéma en tant que pratique artistique, et l'attribution au metteur en scène du statut d'auteur principal dans le processus de création, constituent ainsi les valeurs fondamentales sur lesquelles s'appuie le système cinéphile. Une finalité commune, que l'on peut analyser à deux niveaux complémentaires et interdépendants. Faire vivre les œuvres cinéphiles en soutenant leur écriture, leur production, leur distribution et leur diffusion, en France comme à l'étranger, mais aussi leur valorisation symbolique. L'ensemble des aides distribuées à la fois par le CNC et par les collectivités territoriales pour soutenir selon des critères sélectifs la production nationale, mais aussi la production internationale d'œuvres issues de la diversité, par le biais d'accords de coproduction et un soutien appuyé à leur diffusion, commerciale et non commerciale. Détourner les spectateurs du pouvoir d'attraction exercé par les œuvres imposées par des industries culturelles aux tendances normatives, en faveur d'œuvres issues de véritables démarches artistiques. Des moyens d'action mis au service de cette finalité. Une politique volontariste basée sur l'élaboration d'un système législatif et d'aides financières soutenant l'économie du secteur cinéphile, au niveau de l'ensemble des filières concernées. L'éducation du public, la formation du goût au cœur de l'action de multiples acteurs, liés aux salles art et essais, festivals, ciné-clubs, cinémathèques, secteur associatif cinéphile, éditeurs vidéo, etc., mais aussi d'initiatives étatiques, les programmes nationaux d'éducation à l'image en particulier. Ces trois critères constituent le socle commun sur la base duquel les acteurs cinéphiles conçoivent et développent leurs actions, le moteur et l'énergie de ce système complexe global. Ils traduisent la mise en œuvre de ce phénomène d'institutionnalisation par lequel les éléments fondateurs des valeurs culturelles partagées donnent lieu à des modèles d'action. En effet, si le système cinéphile tel que nous tentons de le caractériser s'est construit sur la base d'éléments humains, il doit aussi être envisagé au gré des éléments structurels autour desquels il s'est historiquement développé. Cette perspective permet de dégager une organisation globale, organisation appelée à structurer l'action de la part des acteurs qui la composent, et qui témoigne d'un phénomène d'institutionnalisation de la cinéphilie. Ainsi, comme le montrent les travaux de Frédéric Gimelot-Méplon ou d'Olivier Meuchler, l'État français joue un rôle central dans la coordination de ce système, par les valeurs qualitatives qu'il promeut par-delà les gouvernements successifs, par les lois qu'il institue pour protéger des catégories de production plus fragiles, par les aides sélectives ou automatiques qu'il alloue pour contrebalancer les effets du marché, par les soutiens qu'il accorde aux acteurs qui accompagnent son action, qu'ils appartiennent à la filière cinématographique ou au réseau associatif.
L'État, centralisé et décentralisé, occupe une position absolument essentielle dans l'appréhension de ce système global. Les initiatives individuelles portées par des acteurs isolés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.